il aura été le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Moins de 14 heures après avoir présenté une partie de son cabinet, Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron ce lundi matin. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. La décision du locataire de Matignon, nommé il y a moins d'un mois, survient après les récentes critiques de Bruno Retailleau, tout juste reconduit à son poste de ministre de l'Intérieur. Selon le chef de file des Républicains, la composition du nouveau cabinet ne reflète pas la rupture promise. En cause, selon plusieurs sources, le retour surprise aux armées de Bruno Le Maire, symbole pour la droite du dérapage budgétaire des dernières années de gouvernement macroniste, ou encore la large part réservée à Renaissance dans la répartition du gouvernement, 10 ministres macronistes contre 4 républicains. Une implosion dont compte bien profiter l'opposition. Le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, réclame l'examen immédiat de la mention de destitution du président Emmanuel Macron, même son de cloche au Rassemblement national qui appelle à un retour aux urnes des Français. La chute de ce nouveau gouvernement plonge la France dans une crise politique sans précédent depuis des décennies. France finds itself in a renewed period of political crisis after French Prime Minister Sébastien Lecornu handed in his resignation this Monday morning, making him the shortest serving Prime Minister since 1958, less than 1 month. He was appointed at beginning of September to try to steer next year's budget plan through a deeply fragmented parliament and tackle a ballooning deficit that stands at 5.8% of GDP in 2024, well above the EU limit of 3%. His cabinet that was announced on Sunday night faced a fierce criticism for its lack of renewal. 12 out of the 18 ministers had already served in the previous government. So what's next? Well, looking ahead for French President Emmanuel Macron, it looks like the president faces difficult choices. He can either appoint a new prime minister, ideally from outside his camp this time, or he could call for new snap parliamentary elections. But this option doesn't guarantee a less fractured parliament, and new elections could also give some advantage and more seats in parliament to the far right or the left, which is something that Macron does not want. And the last option is that Macron could also step down, but this remains a highly unlikely decision. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Des discussions entre Israël et le Hamas doivent se tenir ce lundi en Égypte dans la ville de Sharm el-Sheikh. Organisé sous la médiation de responsables égyptiens et qataris et de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, ces pourparlers devraient s'appuyer sur le plan du président américain Donald Trump destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. Ce plan prévoit notamment la libération de tous les otages, le démantèlement du Hamas et la mise en place d'un gouvernement de surveillance provisoire dirigé par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Le Hamas s'est dit prêt à procéder à un échange immédiat d'otages et de prisonniers avec Israël, tout en exprimant des réserves sur certaines dispositions du plan qui nécessiteraient, selon le groupe islamiste, des consultations supplémentaires. Alors que Donald Trump exige une avancée rapide des discussions, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé Israël à cesser les bombardements à Gaza, estimant qu'il serait impossible de procéder à un échange tant que les combats se poursuivraient. C'est un tournant politique pour la Syrie. Dimanche, le pays a organisé ses premières élections parlementaires près d'un an après la chute du président Bachar al-Assad renversé par une rébellion. Ce scrutin n'était pas un vote populaire direct. Le gouvernement intérimaire affirme ne pas disposer de données de recensement fiables après le déplacement de millions de Syriens durant 14 années de guerre civile. Malgré ces limites, les autorités assurent que le processus électoral s'est déroulé de manière démocratique et équitable. العملية عم تصير بطريقة ديمقراطية كاملة. اليوم طريقة الانتخابات اللي انوضعت لمجلس الشعب هذا القادم كنا مضطرين انه تكون بهالطريقة كون في سوريين كثير خارج سوريا وهدول لازم يكون لهم اصوات.
Les candidats ont été élus par des sous-comités, supervisés eux-mêmes par des comités suprêmes d'une dizaine de personnes nommées par le président Ahmed al-Shara. 7000 personnes à peine étaient éligibles pour voter à la nouvelle Assemblée du peuple du pays qui compte 210 sièges. Sur ces 210 sièges, 70 ont été nommés directement par Ahmed al-Shara, laissant 140 sièges à pourvoir lors de l'élection. Selon le président, ce système était nécessaire pour mettre rapidement un gouvernement en place. هناك أشياء كثيرة معلقة في سوريا تحتاج إلى أن نمشي فيها قدما فلذلك نحن استطعنا يعني قدر المستطاع أن نصل إلى أقصى فرصة ممكنة بأسرع وقت وأن يكون هناك يعني ملء لهذا الفراغ الهام في موضوع تمثيل الشعب في مجلس النواب. Les candidats en lice ont été soigneusement sélectionnés et approuvés par les autorités après avoir dû remplir des conditions précises pour pouvoir se présenter. Un processus que certains ont jugé trop contrôlé. Selon eux, ces élections ont manqué de véritable pluralisme et ont avantagé les candidats proches du pouvoir intérimaire. D'autres y ont vu au contraire une étape positive. Pour eux, ce scrutin marque un tournant, un signe d'espoir vers davantage de stabilité politique, de relance économique et peut-être à terme de paix. C'est un nouveau chapitre d'un mouvement de protestation qui dure depuis bientôt un an. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans la capitale géorgienne, Tbilissi, pour exiger la démission du gouvernement après la victoire contestée du parti au pouvoir Rêve géorgien lors d'élections locales. Un scrutin qui a été boycotté par les deux principaux blocs d'opposition, qui considèrent le gouvernement en place comme illégitime. Une importante force policière a été déployée samedi aux alentours du palais présidentiel pour repousser les manifestants qui tentaient d'y pénétrer. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Suite à ce regain de la protestation, le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze a une fois de plus accusé des agents de l'étranger d'être à l'origine des manifestations et de vouloir renverser son gouvernement. Dans un communiqué publié dimanche, l'UE nie toute ingérence et appelle toutes les parties au calme et à la retenue. La Géorgie est le théâtre de manifestations de grande ampleur depuis les élections législatives du 26 octobre 2024, qui ont été remportées par le parti Rêve géorgien. L'opposition du pays conteste toujours ce résultat en raison d'allégations de fraude électorale avec l'aide de la Russie. Les dirigeants européens travaillent à la construction d'un mur anti-drone sur le flanc oriental du continent afin de contrer les incursions de ces engins dans l'espace aérien de l'OTAN. En Finlande, cette menace et tant d'autres sont au cœur de la sécurité nationale qui repose sur une préparation constante à la guerre intégrée au quotidien. L'ensemble de la société est prêt à réagir à une invasion à tout moment. Le réseau finlandais d'abris nucléaires et d'abris anti-atomiques est très étendu et il y a suffisamment de place pour une population de plus de 5,5 millions d'habitants. This is an example of the Finnish comprehensive security model. It's one of 50,000 underground bedrock shelters all across Finland. This one here in the centre of Helsinki is 20 metres underground. It has strong bomb blast protection and at its peak can hold 6,000 people, but it means that each person would have less than 1 metre squared each in a time of war. Cette stratégie est profondément enracinée dans la société finlandaise depuis des décennies. Avec ses 1350 km de frontière avec la Russie, la plus longue de l'OTAN, la Finlande a toujours ressenti le besoin de rester vigilante. Une vigilance renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. We have had this idea that we need to protect our citizens. We need to protect the civilians, which is within our DNA. So nothing has been changed on that point of view. But yes, the public interest on our civil defense system has been rocketing. Bien qu'ils ne servent pas d'abri, beaucoup d'entre eux sont utilisés pour des aménagements tels que des matchs de hockey, des parkings ou des terrains de jeu. Le modèle de sécurité finlandais repose sur tout le monde, le secteur privé, le secteur public, les ONG et les particuliers. Chaque foyer doit disposer de nourriture, de carburant et d'eau pour chaque personne pendant 72 heures en cas d'attaque. L'association Marta est une ONG qui aide les communautés en leur montrant comment survivre en cas d'urgence. We reach out to people, our own members and the larger audience in Finland, and we try to help everybody to take care of their own households in the best possible way, so that also in a situation of crisis they might be able to survive for the first 3 days and rely on themselves.
L'armée est la clé de la défense. Les jeunes hommes suivent une formation obligatoire d'environ 10 mois à l'âge de 20 ans. Ces conscrits disent qu'ils envisageraient de retourner dans l'armée si la Finlande était en guerre et qu'ils pourraient même envisager de participer à une mission en Europe, y compris à la coalition des volontaires en Ukraine. If there was a new war, I'd probably think about it, like, at least. There might be a possibility that I would go, especially if it's something that, like, can help, like, keep up the peace here, like keep up the peace of our people and the people of, like, other NATO countries. I don't know if I'd go to Ukraine, definitely not yet, because I haven't finished my conscription, but I think that if there would be a war that I also think would benefit the peace in, like, Europe and Finland especially, I think if need would be and I would be called, I think I would go. Les Finlandais affirment que la cohérence de leur modèle garantit également la résilience psychologique du pays. Ils affirment que quoi qu'il arrive, il n'y a pas lieu de paniquer. Tout est prêt. En Slovénie, les équipes de secours ont retrouvé dimanche le corps de l'un des 3 alpinistes croates portés disparus après une avalanche. Le groupe tentait l'ascension du mont Tosk dans le nord-ouest du pays lorsqu'une coulée de neige s'est déclenchée. 4 alpinistes s'étaient arrêtés pour faire une pause tandis que les 3 autres poursuivaient leur montée. Ce sont eux qui ont été pris dans l'avalanche. Selon la police, les recherches pour retrouver les 2 disparus restants ont dû être suspendues, les conditions météo s'étant rapidement dégradées et le risque d'avalanche s'étant accru. La Slovénie connaît depuis plusieurs jours une descente d'air froid qui a entraîné une chute brutale des températures accompagnée de neige précoce et de vents violents.